Les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Attal Bardella, un débat politique ou de la télé-réalité? Dupond-Moretti, un ministre sans honneur. Avant de répondre à ces deux questions et traiter de nombreux sujets d'actualité, vous connaissez le rituel sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles. Philippe Bohen, Nono Broquet, Rambard, Thierry Libre, Emmanuel Dimpre, Elena et Sophie Urtu. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien inconditionnel. Comment aider la réinformation? C'est très simple, un pouce levé, la diffusion sur d'autres réseaux sociaux ou écrire de gentils messages. Je vais commencer mon entretien, une fois n'est pas coutume, par une blague que certains ne jugeront pas très drôle. L'hippopotame nage plus vite qu'un humain dans l'eau. L'hippopotame court plus vite qu'un humain sur Terre. Conclusion, le seul moyen de battre un hippopotame au triathlon, c'est de tout miser sur le vélo. Vous vous demandez où je veux en venir. Il m'arrivait, jadis naguère, autrefois, dans une autre vie, lorsque j'étais professeur, de présenter à mes étudiants ce type de facétie. Certains étaient déstabilisés et me rétorquaient « Mais monsieur, votre blague, elle est stupide !» Et je leur disais « Mais pour quelle raison ?» Eh bien, parce qu'un hippopotame ne court pas le triathlon et ne fait pas de vélo. Ah, c'est tout à fait juste. Elle est peut-être pas stupide, ma plaisanterie. Elle est absurde, ce qui est différent. Mais lorsque vous regardez de la politique, on vous fait croire que des hippopotames font du vélo et courent le triathlon. Et où est votre esprit critique? C'est un petit peu le fil directeur de ma vidéo. À la une, le débat Bardella-Gabriel Attal. Enfin, lorsque je dis débat, je devrais peut-être déjà annoncer le mot télé-réalité. Parce que pour qu'il y ait débat, il faut un arbitre reconnu, à la hauteur. Et là, qui j'aperçois? Caroline Roux. Non, Caroline Roux. Oh, elle n'est pas connue pour avoir inventé la poudre. Nous l'avons souvent épinglée dans ses entretiens pour ses mensonges, sa basse servilité vis-à-vis des hommes politiques proches du pouvoir, sa bêtise crasse. Et c'est donc cette cruche qui est censée animer ce débat. Elle se fera moucher un peu plus tard par Bellamy. Et puis, le décor, des couleurs froides, sombres, du bleu, du noir, pour donner de la gravité ou pour essayer de rehausser l'image de ces deux personnages qui sont quand même un peu jeunes. Et puis, pour qu'il y ait débat, il faut qu'il y ait des débatteurs. Et je n'en vois point, non, je vois des communicants, ce qui est autre chose. Ils ne sont pas là pour dialoguer, mais pour placer leurs éléments de langage. Illustration avec Gabriel Attal, qui a proféré ses éternels mensonges gros comme des hippos qui font du vélo. Car, selon lui, tout va très bien, Madame la Marquise, dans le meilleur des mondes européistes. L'agriculture, tout va bien avec la PAC. L'immigration, tout va très bien avec le pacte immigration. Ukraine, tout va très bien, vous dis-je. Mais il espère quoi, Gabi? Que plus c'est gros, plus ça passe? Alors, dans la majorité, on essaie un petit peu de le sauver en affirmant, sans rire, qu'il est beaucoup plus technique que Jordan Bardella. Oh, la bonne blague. Enfin, il a juste récité des fiches de chiffres. C'est une bonne vieille technique dite de la poudre aux yeux pour paraître intelligent aux yeux des imbéciles. Non, avec Gabriel Attal, c'est l'effondrement du niveau politique. On navigue donc avec notre Premier ministre de la Ligue du LOL au bureau des élèves de Stanislas, voire des vannes de cours de récré. Et le pire, c'est qu'il s'en vante, Gabriel Attal. Votre programme, monsieur Bardella, est un banco. Dès qu'on gratte un peu, il n'y a rien derrière. Mais qui lui a écrit cette vanne? C'est Elie Semoun ou Franck Dubosc? Assez lamentable. Laurent Ozon. Le débat Attal-Bardella, c'est un scénario de série prime time, oui, télé-réalité, avec deux acteurs, deux costards cravates vides, sans histoire, sans expérience de vie, qui parleront de problèmes qu'ils ne connaissent pas qu'à travers les notes ou topos de conseillers avec des mots et formules produits par des communicants.
Pour les installer, les scénaristes et Spin devront leur donner ultérieurement une consistance humaine, une histoire, des émotions et des expériences. Vous verrez ce soir le premier acte d'une série dont les épisodes suivants dépendront en partie de l'audience. À vous de voir. Eh bien, c'est tout vu. On va quitter ce monde de boys band, de télé-réalité et d'artifice pour redescendre sur Terre et affronter le réel, malgré les tentatives de maquillage de Gabriel Attal. Notre action paie. Les chiffres viennent de tomber. Les émissions de CO2 ont baissé de 5,8% en 2023 en France. C'est historique. C'est ça, l'écologie à la française. C'est historique. La flambée du prix de l'électricité a accéléré la désindustrialisation de la France. La Chine et les pays du Sud global se frottent les mains. Vous pouvez parler que leurs émissions de CO2 ont explosé. Bravo au choix politique de l'Union européenne en faveur du climat. Nicolas Meillan. Leur action paie, les chiffres viennent de tomber. Les défaillances de PME ont atteint un niveau record à plus de 400 par mois. C'est historique. C'est ça l'économie à la française. À ce niveau-là de manipulation, ce n'est même plus un hippopotame qui fait du vélo, non, c'est un hippopotame qui fait du deltaplane. Et cela continue avec ce gouvernement. Quand Emmanuel Macron avait promis de mettre fin au chômage de masse en 2017, tout le monde nous a rionné. Force est de constater qu'aujourd'hui, il a disparu, déclare Prisca Thévenot. Personne actuellement au chômage, catégorie ABC, plus de 5 millions. Fin de la blague. Et il faut savoir que la pauvreté a augmenté en France. FMI, déficit public. Le FMI ne croit pas du tout aux prévisions du gouvernement et recommande de nouvelles mesures. Qui croit aux prévisions économiques du gouvernement si ce n'est le Père Noël ou Bruno Le Maire? Il faut dire que les phrases de Bruno Le Maire ne lui apportent pas beaucoup de crédibilité. Bruno Le Maire, ce comique que le monde nous envie. Nous sommes en train de retrouver le niveau de croissance des 30 glorieuses, 2021. Nous allons provoquer l'effondrement de l'économie russe, 2022. Nous allons revenir sous les 3% du déficit. Mais n'oublions pas que si Bruno Le Maire et ses complices peuvent mentir avec un tel aplomb, c'est qu'ils bénéficient d'un réseau de complicité. Qui sont leurs complices? Eh bien, vous le savez, ce sont les journalistes. Et pendant ce temps, la France s'appauvrit, s'appauvrit. Les pays où l'on gagne le mieux sa vie, Suisse, Irlande, Luxembourg. Autrefois, la France, au niveau du pouvoir d'achat, était dans le peloton de tête. Aujourd'hui, elle est dans le peloton de queue. Mais que s'est-il passé? Vous le savez, c'est 2 lettres. Union européenne, UE. Quelques exemples de salaires dans ces pays. Luxembourg, un couple de professeurs, combien gagne-t-il? 18 000 euros par mois. C'est la moyenne, parce que cela peut monter jusqu'à 10 000 euros pour un professeur chevronné. Hong Kong, combien gagne une secrétaire? 5 000 euros par mois. Suisse, combien gagne une garde d'enfants? 3 000 euros. Si nous étions restés souverains, eh bien nous aurions en France des salaires équivalents. Et oui, lorsqu'on détruit l'industrie d'un pays, comme cela s'est passé pendant 20 ans en France, eh bien on détruit mécaniquement le pouvoir d'achat des Français. Il faudrait absolument remercier très vigoureusement les européistes. Justice. Dupond-Moretti a-t-il une conscience? A-t-il de l'honneur? Je pense que vous avez la réponse derrière votre écran. On va revenir un petit peu en arrière. En 1982, en France, les quartiers de haute sécurité, QHS, sont l'appellation non officielle des quartiers de sécurité renforcée pour les condamnés de centrale et des quartiers de plus grande sécurité dans les maisons d'arrêt créées par le décret du 23 mai 1975 dans le cadre de la réforme pénitentiaire du garde des Sceaux, le Canuet. Considéré comme un régime inhumain qui broie les hommes, le garde des Sceaux Robert Badinter décide par une circulaire du 26 février 1982 de les fermer et de les transformer en quartiers d'isolement au régime moins dur dans les maisons d'arrêt. Ce qu'il y a de surprenant
Avec les socialistes, c'est qu'ils n'ont de commisération essentiellement pour les brutes, les assassins et autres monstres, jamais pour les victimes. C'est avec ce type de décision qu'on a transformé les prisons en Club Med et qu'on a augmenté mécaniquement la délinquance. Vous en doutez ? Affaire Amra, révélée par Le Parisien. Exclusif ! Les écoutes inédites dans la cellule de Mohamed Amra. Avant l'attaque du fourgon, l'évadé multipliait les activités criminelles au sein de la prison, depuis sa cellule. Des sonorisations en prison révèlent sa haute dangerosité et son sentiment d'impunité. Nicolas Dupont-Aignan s'indigne. On vient d'apprendre par la presse que Mohamed Amra s'est évadé lors de cette attaque du fourgon pénitentiaire qui a fait 2 morts parmi les agents. Bénéficiait de conditions incroyables de détention. Il organisait de sa cellule le trafic de drogue, des séquestrations, des extorsions de fonds. Il avait des conditions incroyables de détention, avec une chicha à sa disposition, la livraison de repas. Comment peut-on accepter, alors qu'il y a eu 2 morts, que ce trafiquant de drogue bénéficie de telles conditions d'incarcération? Les révélations des écoutes téléphoniques de l'administration pénitentiaire prouvent que l'administration le savait. Dupond-Moretti doit, comme garde des Sceaux, démissionner. Si Emmanuel Macron et Gabriel Attal ne le sanctionnent pas, cela voudra dire qu'ils sont complices de cette anarchie qui règne dans nos prisons. Il est temps d'agir. Et pire, comme le révèle Emmanuel Baudin, sur l'évasion notamment d'Amra. Des magistrats avaient des informations importantes qui auraient pu nous permettre d'éviter le drame de la mort de nos collègues. Si ces éléments sont vrais, il va falloir que des gens rendent des comptes. Et bien sûr, le responsable, comme l'a dit Nicolas Dupont-Aignan, c'est le Yéti Dupont-Maserati. Ce qui se passait en prison avec Amra, nous le savions, nous l'avions dénoncé dans les entretiens, mais c'est une révélation pour le plus grand nombre. C'est ce que nous dit Tugdal Denis. La tuerie d'Incarville pour l'administration pénitentiaire renvoie à ce que fut l'assassinat de Samuel Paty pour l'éducation nationale, la révélation de la vulnérabilité absolue d'une institution. En prison, on n'ose plus fouiller, punir, surveiller, sigille l'État. Je vous renvoie à ce que je vous ai dit sur Badinter, la responsabilité des socialistes, de la CEDH, de l'Union européenne. Mais c'est tout un système qu'il faut revoir, et notamment celui du libre-échange. Du libre-échange ? Bigot, vous explique tout. Pourquoi prendre des risques? On insiste ainsi à une sorte d'inversion des valeurs. On a cette Madame Couder, la magistrate, souvenez-vous, de Marseille, qui explique... J'ai prévu un petit sonore pour vous. Parfait. Qui explique... Pas d'elle, Madame procureur. Non, tout à l'heure. D'accord, tout à l'heure. Surprise. C'est vous qui décidez, c'est vous la patronne. La magistrate de Marseille... Vous êtes le petit gars au fond de la salle qui obéit à la patronne. Moi, je reste à ma place. Pas de diversion. L'intérêt général. Non, mais j'ai un petit sonore surprise pour vous. Très bien. Dans un instant. Vous vous souvenez de cette magistrate, je vous en prie, cette magistrate de Marseille qui expliquait que l'État était en train de perdre face aux narcotrafiquants? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh bien, le ministre lui a remonté les bretelles, lui a tapé sur les doigts. Normalement, Éric Dupond-Moretti, il aurait dû la promouvoir, cette femme. Évidemment, immédiatement. Vous vous souvenez du proviseur au lycée Hélène Boucher qui explique qu'il est menacé? Il n'a pas été du tout promu, lui. On l'a mis à la retraite, voilà, soi-disant à sa demande, alors qu'en fait, c'est parce que sa sécurité n'était plus assurée. Donc en fait, on voit que c'est le monde à l'envers, on voit que c'est un renversement complet de responsabilité. Est-ce qu'il y a un lien aussi entre le trafic de stupéfiants et la mondialisation? Oui, vous allez voir qu'on va boucler la boucle assez facilement, parce que le trafic de stupes, qu'est-ce que c'est? C'est un business mondialisé et défiscalisé. Le dernier rapport sénatorial rapporte que le trafic génère un chiffre d'affaires de 4 à 6 milliards par an pour le trafic de stupéfiants, 4 à 6 milliards par an. C'est une activité extrêmement lucrative et une telle échelle n'aurait jamais pu être atteinte s'il n'y avait pas eu la libération totale, la fluidification des échanges de biens, de capitaux, de marchandises et évidemment, sans les paradis fiscaux, on retrouve généralement les bénéfices de ce trafic. Les multinationales, évidemment, elles respectent la loi ou elles contournent la loi. Les trafiquants, les cartels, eux, ils violent la loi. Donc c'est pas du tout la même chose non plus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans ce monde-là, la loi, elle est minimaliste. Par exemple, retenez qu'on ne contrôle que 6% des containers. Parce que si on contrôlait davantage de containers pour éventuellement y détecter de la drogue, eh bien, ça serait au détriment du business et de la fluidité des affaires. Donc, le business first, le business
commande. Et la mondialisation, finalement, elle est profondément liée à la consécration du bon plaisir individuel comme horizon indépassable, dans ces deux dimensions. Dans sa dimension libérale, bien sûr, dans sa dimension libertaire. Rejet de l'État, rejet du service public, abaissement de toute autorité. En fait, jouir sans entrave, disait mai 68, faire du business sans frontières, c'est des éléments qui se répondent, en fait. Au fond, les capitalistes mondialisés... Merci à Guillaume Bigot pour ses explications. Oui, lorsqu'on est dans un système de libre-échange, le trafic de stupéfiants explose. Dans un pays souverain, on contrôle bien évidemment nos frontières. Quant au laxisme, il n'y a pas que dans les prisons, vous le savez, c'est également la justice. Femme de 71 ans agressée à son domicile en pleine nuit à Épinay-sur-Seine. Le suspect remis en liberté sous contrôle judiciaire. Son procès a été renvoyé en octobre et une expertise psychiatrique va être réalisée. C'est tellement inouï de faire une chose pareille. L'homme est fou au point d'agresser une vieille dame chez elle, mais le juge pense qu'il respectera soigneusement son contrôle judiciaire en attendant le diagnostic. On a l'impression de rêver. Prison, justice, frontières, laxisme partout et justice justement nulle part. Et qui sont les responsables ? Eh bien, vous les connaissez, hein, c'est l'idéologie libérale progressiste. Elle est défendue par le PS depuis 40 ans et nous savons que c'était le cheval de Troie de l'européisme. La démonstration est sans appel. Disparition d'une grande dame, Marie-France Garot. Sublime phrase écrite par Marie-France Garot pour le discours de Chirac à l'occasion de la création du RPR. L'appel que je lance n'est que l'échec de l'éternel appel des nations qui ne veulent pas mourir. Bon, le mieux, c'est qu'on écoute Chirac. L'appel que je lance à mon tour n'est que l'écho de l'éternel appel des nations qui ne veulent pas mourir. Quant à Marie-France Garot, elle s'est sentie trahie par Jacques Chirac. Jacques Chirac, vu par son ancienne conseillère Marie-France Garot. Je croyais qu'il était du marbre dont on fait les statues. En réalité, il est de la faïence dont on fait les bidets. Il y a des trahisons qu'on ne pardonne pas. Marie-France Garot fut une avocate ardente, exceptionnelle de la souveraineté nationale et du gaullisme. Et pourtant, elle n'aimait pas qu'on l'appelle gaulliste. Paradoxe. Explication. Je n'ai pas connu ce qu'il y a de plus grand, de plus beau et de plus exigeant. Le gaullisme de la guerre. J'ai trop de respect pour ce qu'a été le gaullisme pour oser me dire gaulliste. C'est une leçon magnifique d'humilité, surtout lorsqu'on pense à tous ceux qui trahissent notre pays et qui osent s'appeler gaullistes. Suivez mon regard vers les LR. Et puis Marie-France Garot rappelait l'essentiel. Pour qu'un État soit souverain, il doit disposer de 4 pouvoirs. Battre monnaie, faire les lois, rendre la justice, décider de la paix et de la guerre. Cela date de Philippe le Bel. Est-ce que notre pays existe encore ? Non, parce que nous sommes sous la tutelle de l'Union européenne. Il y a de quoi un petit peu désespérer, mais il y a des motifs d'espoir lorsqu'on voit cette belle jeunesse française. La 42e édition du pèlerinage de Chartres, qui s'est déroulée du 18 au 20 mai, a rassemblé quelques 18 000 pèlerins. Un temps rempli de joie et de ferveur. Bravo. Il est temps d'ouvrir la page fantaisie. Hugues de la Putassière, une star de cette rubrique. Vous aussi, vous avez reçu le guide des mots magiques quand on ne sait pas quoi dire. J'avoue que c'est très pratique. Complotiste, anti-vax, pro-Poutine. Et vous constatez bien évidemment que tous ceux qui emploient les mots magiques sont ceux qui pensent que les hippopotames font du vélo. Alexio, je suis tout à fait d'accord. J'ai une question. Complotiste. Je réfléchis, je m'informe, je m'intéresse, je recherche, j'analyse, je doute, j'apprends, je compare, je vérifie, j'examine, je regarde les entretiens des patriotes. Eh bien, je suis complotiste. Complosophisme ou la censure du XXIe siècle. Complosophisme fait de coller l'étiquette complotiste sur quiconque remet en question le discours officiel pour ne pas avoir à débattre de ses arguments. Alexis O. Bravo à lui. Les Français se révoltent contre Hidalgo
et Emmanuel Macron, comment font-ils? Flash du caca dans la Seine, un collectif, je fais donc mes excréments dans la Seine, se mobilise. De nombreux citoyens souhaitent déféquer dans la Seine pendant les baignades d'Anne Hidalgo et d'Emmanuel Macron. Ils nous ont plongé donc dans le caca, à leur tour de plonger dans le nôtre. Eh bien, cela promet. Je vous mets dans ma description un excellent entretien au micro de Berkoff sur l'Union européenne, ne le ratez pas. Et puis demain, ce sont les salons de conversation, partie 2 sur l'éducation nationale. Je répondrai également à ce que vous m'avez écrit. Je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt. Au revoir.